Sidiki Kaba devant le grand jury de RFM, le ministre de la Justice est l'invité de Mahmoud Ibra Kane. La traque des biens présumés mal acquis, le débat sur la médiation pénale, l'affaire Aïda Ndiong avec la sortie controversée du procureur de la République et plusieurs autres sujets. Sidiki Kaba, garde des Sceaux, ministre de la Justice, face à Mahmoud Ibra Kane, le grand jury, dimanche 11h10, Radio Futur Média. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Je devrais dire merci encore, puisque cela fait quand même la deuxième ou la troisième fois que vous venez à cette émission. Mais c'est la première fois, en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui va faire face au grand jury des auditeurs d'RFM. Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous renouveler votre fidélité. Nous avons le plaisir, ce dimanche 19 janvier 2014, de recevoir le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, maître parce qu'il est aussi avocat de formation. Monsieur le garde des Sceaux, votre nomination en septembre dernier au département de la justice a reçu un accueil plutôt glacial de la part de certaines franges de l'opinion. Les uns ont rappelé vos propos antérieurs en faveur de la dépénalisation de l'homosexualité. Les autres ont estimé que vos prises de position contre l'ex-président tchadien Hissène Habré, dont le dossier est pendant, en le qualifiant de bourreau, vous disqualifiez de ses charges de ministre de la Justice. La tempête est-elle passée et comment alliez-vous aujourd'hui votre combat de droits de l'homiste et votre fonction de ministre de la Justice? Vous avez parfaitement raison, nous sommes dans une autre séquence. Elle accueille certaines franges glaciales, mais d'autres enthousiasmes, d'autres pleins d'espoir et aussi d'encouragement pour mener cette tâche difficile. Lier deux choses, pour moi, c'est un combat. Aujourd'hui, dans le gouvernement et bientôt dans la politique, c'est le prolongement du combat mené pour les droits, pour les libertés, ici, au Sénégal, en Afrique et dans le monde, pour instituer un ordre public international plus protecteur des droits de tous et aussi assurant la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, donc, ce que j'en tiens, c'est qu'une feuille de route m'a été déroulée par le président de la République. Et c'est le temps de l'action. Et cette feuille de route, sa déclinaison, c'est la modernisation de la justice, c'est le renforcement des garanties des libertés individuelles et aussi c'est le renforcement de l'état de droit. Je m'y attelle avec responsabilité et lucidité. Face à un jeu d'intérêt sans doute, face à des lobbies, face à des forces transfuges, comment vous arrivez à vous mouvoir pour promouvoir ce que vous appelez l'état de droit, la justice? Et il faudrait d'abord souligner qu'il y a une vraie demande de justice, un besoin de justice. Et le thème de la justice passionne. Elle inquiète aussi. Elle interroge les Sénégalais. Mais rien de légitime, parce qu'il s'agit de la liberté, de sa privation. Et il s'agit aussi de l'honneur d'un homme, qui souvent peut être jeté, comme Mitterrand le disait, au chien. Mais il s'agit aussi du bien, de ce qui est accumulé. Par exemple, une maison dont on peut être dépossédé. Mais il s'agit de la sécurité lorsqu'on est poursuivi, lorsqu'on se sent traqué, lorsqu'on se sent tout simplement inquiété parce que il y a une filature policière. Et cela inquiète. Et cela pose évidemment la nécessité d'avoir les garanties de l'État. Face au lobby, la chose la plus importante et le rôle fondamental que la Constitution est dévolu à un garde des Sceaux, c'est d'assurer cette garantie de la protection de l'État, mais aussi qui doit continuellement assurer et veiller aux libertés et aux droits des citoyens. Et en cela, j'essaie de tenir ce juste équilibre. Vous dites la filature policière, mais en réalité on peut aller plus loin quand on interroge l'actualité de ces derniers jours. Des forces de sécurité sénégalaises se comportent d'une certaine façon. Il y a des bavures commises
par la police tantôt par la gendarmerie et même par l'armée. Pour donner le dernier exemple, au lycée Oulampane, une manifestation d'élèves, l'armée qui ouvre le feu, elle aurait tiré à balles réelles et a blessé grièvement au moins 3 élèves. Comment, en tant que ministre de la Justice, arrivez-vous à faire appliquer la loi, même si ça concerne des forces de sécurité? Et une méthode. Dès l'instant que je suis informé d'une situation, il y a des principes, il y a la loi. Il s'agit pour moi immédiatement de m'informer en demandant une enquête. D'exiger que cette enquête soit impartiale, qu'elle soit efficace et qu'elle rapporte réellement les faits qui sont avérés. La deuxième des choses, quand il s'agit d'une victime, qu'il y ait l'appréciation d'un sachant, qu'il y ait une autopsie, que l'on puisse savoir quelle est la cause de la mort. Polytraumatisme ou qu'est-ce qui s'est passé exactement et qui peut l'avoir fait. Et lorsque ces éléments sont en ma possession, le procureur de la République est saisi et il agit. Exemple pratique. Oui. Lorsque nous avons appris que Ibrahima Samb, en Baké, a été oublié, c'était la première version, dans un coffre, et qu'il est mort. La première des choses, pour moi, c'était d'exiger une enquête. L'enquête a produit un résultat. En réalité, il a été torturé. Comme tel était le cas, des ordres de poursuite ont été donnés. Les policiers en cause ont été arrêtés. Et lorsqu'il a été question aussi, au niveau de la prison de Rebeuss, qu'un détenu, Malaouni Sané, avait été violenté, torturé, et que cela semblait mettre en cause des gardes pénitentiaires. Nous avons exigé une enquête. Le résultat de l'enquête semble dire qu'il y a une implication de 2 personnes. Elles ont été arrêtées. Elles sont actuellement détenues. Qui sont des gardes pénitentiaires. Et qui sont des gardes pénitentiaires. Parce qu'ils sont chargés. Qui ont ignoré que la personne était, elle était sourde, muette. Et là, c'est une autre histoire. Oui. C'était ce qui s'est passé. Ce n'est pas le même cas. D'accord. C'était ce qui s'est passé. On est bien d'accord. Et des poursuites aussi ont eu lieu. Oui. Et ils ont été poursuivis. C'était des gendarmes qui étaient impliqués. Oui. La loi a sévi. Les gendarmes ont été aussi condamnés. Lorsque vous avez entendu à Kolda ce qui s'est passé, des élèves aussi qui ont été impliqués dans le cadre d'une manifestation qui aurait séquestré. Nous avons donné une enquête. Nous avons une autre version. Des poursuites aussi sont engagées. Au niveau des militaires du lycée dont vous parlez tout à l'heure, c'est la même méthode. Parce que c'est des principes qui sauvent et qui sont protecteurs. C'est facile l'armée. Et là, vous savez ce qui est important pour nous, et je vais le répéter, ce n'est pas l'institution de la police, l'institution de la gendarmerie, l'institution de l'armée qui sont en cause. Ce sont le comportement de certains individus qui violent les principes, les règles et la déontologie de ces corps respectés. En même temps, le tour est joué. On a fait le tour. La police, la gendarmerie, l'armée, les gardes pénitentiaires. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Ne vous a-t-on pas dit, monsieur le ministre, stop, vous touchez à des forces intouchables? Il peut y avoir des propos. Mais ce qui est important... Il y en a eu. Et rien ne me changera, moi, en tout cas, dans l'attitude et la mission qui m'a été confiée. C'est celle de veiller collectivement à la sécurité des Sénégalais et aux droits de tous les Sénégalais, qu'ils se sentent protégés par leur État. Parce que c'est ça les garanties d'un État de droit. Principe d'égalité devant la loi, principe d'égalité dans son application contre ceux qui portent atteinte à ce droit. Et je voudrais chaque fois, dans le cadre des actions que je mène, que cela puisse être vérifié concrètement. Vous irez jusqu'au bout dans ces différentes affaires. J'irai jusqu'au bout parce que vous savez pourquoi. Si j'ai accepté la charge, c'est précisément apporter ou chercher à apporter à ce que la justice sénégalaise ait un saut qualitatif. Les droits de tous doivent être au cœur de notre République. Si nous l'assurons, ce qui nous a valu aujourd'hui d'éviter des situations catastrophiques que nous avons connues dans des pays voisins ou des pays lointains ici en Afrique, et nous pourrons donc continuer à éviter ces situations en respectant les principes directeurs qui permettent le respect des droits de tous, mais en rappelant à chacun les devoirs de tous dans le cadre de la responsabilité. C'est ce qui nous voudra alors
comme nous avons connu aujourd'hui, 2 alternances pacifiques, mais également l'absence d'un coup d'État et d'une volonté de projection d'une société démocratique qui sera enviée, et ici au Sénégal et ailleurs, parce que notre objectif, c'est d'être élu comme une démocratie majeure. Notre invité au grand jury, Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, parlons d'une affaire qui fait beaucoup de bruit, parce que il y a la sortie du procureur de la République sur le dossier Aïda Ndiong, accusé de détournement présumé de deniers publics. Une forte somme a été étalée par le procureur de la République lors de sa conférence de presse en fin de semaine. De l'argent, des bijoux estimés à 47 milliards de francs CFA, fortune découverte dans une banque de la place. La sortie du procureur de la République en disant aux Sénégalais 47 milliards, c'est 1 300 000 CFA dépensés chaque jour pendant 100 ans. C'est 3 500 francs CFA donnés à chaque Sénégalais. Est-ce que cette sortie du procureur ne viole pas les principes du secret de l'instruction, mais aussi principe de la présomption d'innocence? Vous savez, l'État du Sénégal est un État de droit. C'est-à-dire que dans les grands principes qui fondent l'État de droit et qui en font son pilier, et il y a la présomption d'innocence, il y a bien évidemment les secrets de l'information, les secrets de l'instruction. Et aujourd'hui, ici, au Sénégal, dans les démocraties avancées comme les États-Unis, la France et les pays de l'Union européenne, dans la confrontation entre le droit à l'information des citoyens et le secret de l'information, il y a eu une évolution. Pour la rendre compatible, dans toutes ces démocraties, il y a toujours une exigence de vérité vis-à-vis des citoyens. Et pourquoi? Parce qu'il faut étrangler le coup à la rumeur. Vous avez vu dans la presse, mais vous avez vu aussi sur Internet. Et ce qui peut être rapporté, et qui peut être une information manipulée, et qui ne va pas à la source, mais qui tend davantage précisément à jeter les gens en pâture et à développer ce qu'on appelle la fausse rumeur. Fausse rumeur, la fausse nouvelle, qui est de nature complètement à déstabiliser une personne. C'est la raison pour laquelle, dans les projets que nous avons en cours, il n'y aura plus de débat sur ces questions. Il y aura des points de presse, il y aura des communiqués qui vont être faits par le procureur de la République pour répondre à ce besoin, à cette demande des Sénégalais de savoir et d'être informés, c'est vrai. Mais en même temps, cela interpelle aussi la presse. Ce qu'il a déjà dit était déjà dans la presse. Des gens bien informés. De quelle manière? Qu'ils avaient des PV qui étaient beaucoup plus informats. Tout cela était déjà dit. Il va falloir donc par conséquent qu'il y ait aussi une évolution de la presse en une plus grande prudence. Et pour que, alors nous ne nous trouvons pas devant des situations qui peuvent être des situations qui pourraient entraîner, je pourrais dire, des atteintes graves à la dignité des personnes. Et c'est pour ça aussi que... Avocat, vous n'auriez pas été choqué par la sortie les avocats à leur place... Vous, avocat, les avocats, vous êtes avocat de formation, vous n'auriez pas été choqué? Les avocats de la personne nommée, alors disent qu'ils répondront. Ils ont été choqués. C'est le droit, c'est tout à fait normal. C'est une démocratie. Il faudrait pouvoir qu'ils le disent, ce qu'ils estiment être totalement en contre-faux avec la loi. Et cela aussi participera aussi de l'éclaircissement du débat, de la santé du droit et de la vérité. Mais ce qui est important et ce qu'il faut retenir, ce sur quoi j'insiste, et je voulais dire le rôle de la presse sur ce plan-là, c'est la raison pour laquelle il faudrait aller précisément vers la déprisonnalisation des journalistes, qu'il y ait ce code de la presse et qu'il y ait justement une justice de la presse par les professionnels, par les pairs, de manière à ce que nous ayons une déontologie qui permet précisément que l'information sensible ne soit pas dans la presse et que les gens ne soient pas dans la situation de devoir répondre et de devoir expliquer. Et cela me paraît être important, ça participera à la clarification et à la transparence du débat judiciaire et du débat politique. Autrement dit, vous avez demandé au procureur, parce que vous êtes le ministre de la Justice, si vous ne l'aviez pas demandé, il ne l'aurait pas fait, d'aller devant la presse parce que la presse elle-même a révélé des informations concernant l'affaire Aïda Ndiong. Le procureur de la République a ses obligations, a ses prérogatives dans son action. On a tendance souvent à oublier et qu'il y a un lien, ces liens existent.
Oui. Mais c'est lié aussi... On le qualifie même d'ombilical. Oui, on le dit qu'il faut le couper régulièrement, vous l'avez dans tous les débats. Oui. Mais vous savez que la parole est libre, comme vous le savez, l'écrit est serve, comme vous le dites. Oui. Mais la chose qui est la plus importante, c'est que lorsqu'il y a le rendu d'une situation, que le respect des principes fondamentaux, notamment du secret de l'instruction, soit respecté. Et je pense que ce qui est dit, et qui est débattu aujourd'hui, et qu'il a été préalablement, avant même lui qu'il puisse se prononcer, me paraît être tout simplement quelque chose qui participe à la volonté de répondre au droit à l'information qu'exigent de plus en plus les Sénégalais, qui ont une soif de justice et une soif d'information judiciaire. Le procureur de la République n'est-il pas entré dans trop de détails? Dire 47 milliards, d'accord, mais aller dans le détail comme pour faire un effet sur l'opinion, est-ce que ça c'est son rôle? Bien, vous savez pertinemment le rôle. Il faut demander quel est le rôle alors de chacun dans le cadre d'une société. Il a en charge la recherche des preuves. Il y a, quand je parlais de la presse, et pendant longtemps, vous le savez, et il est dit que rien ne se passera, qu'il n'y a rien, et que tout cela participe à la construction d'une mythologie. Je pense peut-être qu'il est important à une étape de l'évolution du processus qui est en cours, que l'on sache qu'il y a quelque chose. Mais la justice dira réellement ce qu'il y a. Le procureur ne peut pas le définir parce qu'il est une partie au procès. Justement, c'est ça qui est étonnant, parce que le dossier est déjà transmis au juge d'instruction. Elle n'est pas déterminante, parce que cette partie est contestée par les avocats en présence. Et qu'il y a le juge, ce tiers indépendant, qui prend la décision en fonction des éléments dont il dispose. Nous n'en sommes pas arrivés là pour le moment. Qu'est-ce que vous mettez en cause en tant que défenseur des intérêts des Sénégalais? L'importance de la somme, autrement dit, est-il un délit d'être riche, d'avoir 47 milliards, 100 milliards? Vous savez, qu'est-ce que vous mettez là en cause? Ce qu'il faut retenir... Ou est-ce des ramifications éventuelles en vous disant peut-être que cet argent, tout cet argent n'appartient pas à la dame Aïda Ndiongue? C'est quoi? J'ai entendu dire qu'il n'y a pas de délit, qu'il y aurait un délit de richesse au Sénégal. Non. L'État du Sénégal promeut justement l'esprit d'entreprise qui vise à produire des richesses, qui enrichit celui qui produit la richesse, mais qui enrichit les autres. Une prospérité individuelle qui devient une prospérité collective. Justement, est-ce que le pouvoir actuel ne prend pas le contre-pied d'un grand homme politique chinois, Deng Xiaoping, qui avait dit à son peuple, enrichissez-vous? C'est comme si vous vous disiez, vous, appauvrissez-vous, parce que si vous vous enrichissez, on va vous poursuivre. Enrichissez-vous de votre travail. Enrichissez-vous de votre liberté d'entreprendre. Enrichissez-vous de votre effort. Mais ne vous enrichissez pas avec l'argent du peuple. Et ce qui doit constituer la manne qui doit servir à construire les écoles, à construire des hôpitaux, à construire le développement du Sénégal, à sortir de l'ornière de la misère et pour la mettre sur le chemin émergent. Ceux qui aujourd'hui ont construit de leur propre main leur fortune, les self-made men sénégalais, il y en a beaucoup. Ils sont admirés. Mais ceux qui sont enrichis, parce que subitement ils ont eu des richesses, les gens se posent des questions. Si cette richesse alors est une richesse qui est légalement gagnée, mais la justice n'a rien à voir là-dedans. Mais à partir du moment où il y a une cause et qui pourrait être considérée comme illicite ou illégale, la justice peut fouiner. Mais la limite à tout cela, des poursuites qui sont faites, c'est que le juge, au regard des éléments dont il dispose, si ce sont des preuves intangibles, ne répondant à aucune injonction, si ce n'est l'injonction de sa conscience, il prendra la décision qui sied, et nous voudrions que cette décision soit le plus conforme au droit qui est préservé dans notre pays, qui est le droit de l'État, et un droit conforme à l'État de droit au Sénégal. Alors, qu'est-ce qui va se passer à partir de maintenant? Cette affaire Aïda Mbodj va-t-elle être traitée suivant la procédure normale, qui consiste, le procureur l'ayant accusé, qu'il rapporte les preuves, le procureur, ou plutôt vous allez, comme dans cette procédure dite d'enrichissement illicite, renvoyer le dossier un peu au niveau
de l'instruction de la Cour de répression de l'enrichissement illicite, parce que c'est un enjeu important. Devant la CREI, c'est plutôt la personne qui est accusée qui doit prouver l'origine licite de sa fortune. Vous voulez juste poser deux situations différentes. Et la première situation que vous évoquez concerne essentiellement les juridictions ordinaires. Et dans les juridictions ordinaires, c'est le procureur de la République qui doit rapporter les preuves de l'accusation. Vous m'excuserez, il s'agit bien de Aïda Ndiong. Effectivement. Si j'ai dit Aïda Mbodj, je mets plein d'excuses, mais il s'agit bien de Aïda Ndiong. Toutes nos excuses à Madame Aïda Mbodj. Voilà, on se comprend parfaitement. Donc, ici, il s'agit principalement d'une procédure de droit commun, et je n'y reviendrai pas, je vous dis dans les détails, mais qui concerne un fait assez précis, et ce fait doit être prouvé par le procureur de la République, qui doit déposer devant le juge les éléments de preuve dont il dispose. Dans le cadre justement de la procédure qui est pendant devant la CREI, il y a un renversement de la charge de la preuve, parce que cette procédure qui est exceptionnelle vise précisément, dans le cas précis, de faire amener une personne à justifier un train de vie qui est apparemment sans rapport avec ses gains personnels. Ça fait deux situations totalement différentes. Et là aussi, il faudrait dire que dans tous les cas, en dernière instance, surtout dans le cas d'espèces, c'est la commission d'instruction des juges qui font le travail. Ce n'est qu'après ce qu'on appelle la CREI, la Cour de la répression de l'enrichissement illicite, va juger. Pour le moment, la Cour n'est pas entrée en action. Ce sont des juges d'instruction qui sont en train d'investiguer ici et ailleurs pour rétablir aussi un certain nombre d'éléments de preuve, et ensuite, après leur investigation, c'est-à-dire leur instruction, ils pourraient soit classer le dossier en non-lieu ou renvoyer le dossier devant la Cour de la répression de l'enrichissement illicite, auquel cas cette Cour va se réunir pour maintenant juger. Et là aussi, ce jugement n'est pas automatique. Toutes les parties seront là, les avocats de la défense comme les avocats de l'État, et c'est sur la base des éléments dont ils disposeront que le juge prendra une décision. Et nous sommes dans la glorieuse incertitude du résultat judiciaire. C'est-à-dire, je n'ai pas de boule de cristal pour savoir ce qui va être décidé. Autrement dit, ce dossier Aïda Ndiong, j'insiste encore sur le nom, pour qu'il n'y ait pas de confusion, ce dossier Aïda Ndiong pourrait être jugé éventuellement par la Cour de répression de l'enrichissement illicite. Non, précisément, il sera jugé par le tribunal correctionnel hors classe de Dakar. Très bien. Alors, monsieur le ministre de la Justice, est-ce que si on considère la fortune dont on parle, près de 50 milliards, transactions ou opérations qui ont eu lieu au niveau d'une banque, ne devrait pas amener les autorités sénégalaises aussi à interpeller cette banque? Comment autant d'argent peut-il être à faire l'objet d'opérations, de transactions, alors qu'il y a quand même aujourd'hui une surveillance de tous les circuits financiers, surtout quand ça atteint certains montants? Bon, peut-être que nous n'allons pas aller plus vite que la vitesse. Et nous allons chercher à savoir ce qui s'est passé. Cela n'est pas de mon ressort, parce que je ne suis pas l'enquêteur. Mais les enquêteurs vont le faire. Et lorsqu'ils remettront ces éléments devant le juge, on verra quelle sera son attitude. Le grand juge reçoit le ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Parlons de la procédure dite d'enrichissement, de répression de l'enrichissement illicite. Quelle est la philosophie que vous avez de cette procédure dans laquelle plusieurs responsables de l'ancien régime, comme M. Karim Wade, sont mis en cause? Mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que c'est un processus. Et il a été déclenché, il est aujourd'hui en cours. Je veux dire qu'il y a une instruction qui est en cours, et des avocats surveillent ces procédures, ils utilisent l'ensemble des éléments qui peuvent défendre les droits de leurs clients, ce qui est tout à fait normal et légitime dans le cadre d'un état de droit. Mais il ne m'appartient pas de rentrer dans le détail.
de ce qui se passe. Ce que je ne sais pas d'ailleurs, parce que je ne connais pas à ce stade-là l'instruction qui est en cours, mais ce que je peux surtout rapporter, et ce qui me paraît être important pour moi, c'est qu'il faudrait que cela se fasse en respect des droits de la défense. Mais maintenant, est-ce que ces droits sont violés? Ces réponses, je ne peux pas les donner ici, parce que l'ensemble des procédures qui sont faites devant le juge, ce sera le juge qui le tranche. Je veille seulement, et je le dis, en le disant ouvertement, que les personnes poursuivies bénéficient de la présomption d'innocence. Que jusqu'à la décision finale, on ne saurait dire qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Et je n'emploierai pas des propos allant dans ce sens-là. Ces personnes bénéficient peut-être aussi du privilège de juridiction, d'où la question sur la compétence de la CREI. Oui. Monsieur Karim Wade et consorts qui ont été ministres, ne devrait-il pas être éventuellement jugé par la Haute Cour de justice? Oui, la Haute Cour de justice existe bien au Sénégal et elle doit juger les plus hautes personnalités, c'est-à-dire les ministres qui ont exercé, comme il peut arriver, moi ayant aujourd'hui exercé, d'être devant cette cour. Mais en ce qui concerne ce débat est fait, en ce qui concerne la lutte, comment ça s'appelle, les poursuites qui sont exercées dans le cadre donc de l'enrichissement illicite. Ce problème a été évoqué. Et donc, mais les juges vont peut-être trancher. Peut-être que nous aurons une jurisprudence très claire. Il n'est pas fini puisque les avocats de Karim Wade, justement, sont pourvus en cassation. Et parfaitement. Et ces décisions-là sont attendues. Alors, on a compris, merci Diki Kaba, avec votre arrivée au département de la justice, vous nous direz si nous avons raison ou si nous avons tort, qu'il y a un changement de fusil d'épaule par rapport à votre prédécesseur Aminata Touré, devenu Premier ministre, donc votre patronne. L'essentiel pour vous semble être de recouvrer et non d'aller forcément jusqu'au procès, de recouvrer l'argent supposé avoir été volé. Non, le plus important c'est qu'il y ait la justice et l'équité. Et ce dont vous parlez, recouvrer avant le procès, c'est la médiation pénale. Absolument. Mais elle est prévue dans notre dispositif, c'est l'article 32 du Code de procédure pénale. Ce n'est pas nouveau. Mais dans le contexte actuel, quand on en parle, immédiatement, il y a des levées de boucliers pour dire que c'est le permis de voler. Ce n'est pas cela. C'est que cela est prévu dans les législations de toutes les grandes démocraties. Nous nous référons à des démocraties, notamment la France, notre droit étant d'inspiration française. Ou dans le cadre du droit anglo-saxon, ce qu'on appelle le deal, c'est trouver la solution. Alors, à des situations comme quand il y a la médiation pénale, il s'agit que la victime rentre dans ses droits, faire cesser le trouble qui en est la cause et faciliter la réinsertion sociale de la personne. Ce sont les trois conditions qui sont liées à la médiation pénale. À un moment, on n'en parle pas. Elle existe dans notre disposition. C'est toujours votre option? Oui, elle existe. Je voulais juste dire qu'il faut se rappeler que cette médiation, il y a un temps. C'est un temps avant les poursuites. Lorsque les poursuites sont exercées, et par exemple, lorsque par exemple la commission d'instruction est saisie, la médiation pénale n'est plus possible. Mais lorsqu'une personne soupçonnée, alors d'avoir, en tout cas, commis un détournement des deniers publics et autre chose, des délits, des crimes économiques, et cette personne peut se proposer pour rendre les biens qu'il a. Et en ce moment-là, la médiation peut être opérationnelle. Je parle de l'état actuel des choses. Pour vous, l'étape de la médiation pénale dans le dossier Karim Wade, par exemple, est dépassée. Elle est dépassée. On ne revient plus là-dessus. Voilà, elle est dépassée. On ne revient plus là-dessus. Elle est dépassée. Alors, dans quel cadre s'inscrivent les tractations dont on a parlé, l'audience de M. Serigne Mbacké Ndiaye au Palais de la République? Serigne Mbacké Ndiaye, porte-parole de l'ancien président de la République, Maître Abdoulaye Wade, mais qui est en contact régulier aussi avec M. Karim Wade. Je ne suis pas dans le secret. Mais ce qui est important, ces délibérations qui sont en cours, je ne les ai pas entendues, je n'y ai pas insisté. Mais en tant que garde des Sceaux, ce que je m'efforcerai continuellement de mettre en œuvre dans le cadre de l'exercice de cette mission, tout en veillant aux intérêts de l'État du Sénégal, et faire en sorte que les principes de l'État de droit, dont les droits de la défense en font partie, puissent être respectés de manière qu'il y ait une justice aussi proche que possible de ce qu'est une justice
qui répond aux normes d'un procès juste et équitable. Alors, est-ce qu'il y a eu véritablement des... Parce qu'il n'y a pas que M. Karim Wade, des personnalités mises en cause qui se sont proposées de transiger. Si je le savais, je ne le dirais pas. Mais si une transaction a lieu et qu'elle aboutit à un résultat, alors les caisses de l'État seront soulagées. Mais le principe, c'est que quand il n'y a pas de poursuite publique, parce que quand le poursuiveur poursuit, c'est une action publique. Et le procès, il est public. Tout le monde saura qui est en cause. Et donc, si on n'est pas dans cette situation, je ne pourrais pas vous le dire. On parle de 3 personnalités qui ont eu à accepter de transiger. Est-ce vrai ou faux? Lorsque cela sera totalement établi, parce qu'il passe par des circuits, il s'adresse à une autorité judiciaire, lorsque ce fait sera avéré, en ce moment, une communication sera faite là-dessus. Donc, le processus est en cours. Pour le moment, le processus est en cours. Il est possible, mais je ne peux pas vous dire que j'en ai connaissance. Parce que l'existence de telles procédures signifie qu'elle soit conclusive. Et elle ne l'est pas. Quand l'ancien ministre de l'Intérieur, sous le coup d'une interdiction de sortie du territoire, sort du territoire, Maître Ousmane Ngom, pour ne pas le nommer, qu'est-ce qui explique cela? Alors qu'on l'a interdit à d'autres qui sont dans la même situation que lui. Il peut y avoir des mesures d'assouplissement. Et lorsqu'une personne évoque une situation exceptionnelle qui peut être pour des raisons médicales, comme en prison, on peut sortir une personne pour des raisons médicales en disant, quelle que soit la gravité des faits qui lui sont reprochés, que cette situation est incompatible avec sa santé. Alors c'est une mesure d'ordre humanitaire, mais prévue par la loi, qui peut exister. On peut se trouver dans des cas de figure comme ça, et en ce moment, je ne vous dirai pas si c'est une raison de santé ou autre, alors une personne peut sortir, et comme c'est arrivé, et c'est ce que je peux dire en répondant à cette question. Alors, quand le chef de l'État dit qu'il est favorable à la médiation pénale, il parle de quelle situation? De la situation globale. De tous ceux qui ont actuellement des problèmes avec la justice ou tout simplement qui sont en situation de rendre compte à la justice. Que ce mécanisme est un mécanisme qui existe. Le rappel de ce mécanisme ne signifie pas que c'est ce mécanisme qui va s'appliquer. La loi va évidemment être là. Et il faut un traitement égal pour tous. Et ceux qui estiment, parce qu'il y a un effort à faire, c'est de se reconnaître alors comme quelqu'un qui a dissipé des biens. Et c'est à partir de ce moment-là que le processus de cette médiation se met en branle. Et on essaye donc par conséquent de faire cesser le trouble que cela a causé par le fait que la réparation est intervenue. Et il y a un processus d'accompagnement pour que la personne ait sa réhabilitation sociale et que précisément cette personne ne soit pas l'objet de l'échange médiatique. C'est cela. Mais le principe, il existe. Le principe, il existe, mais tous les dossiers en instruction aujourd'hui qui ont dépassé la phase d'enquête, c'est-à-dire au niveau du procureur spécial près la Cour de répression de l'enrichissement illicite, ne sont pas concernés par la médiation pénale? Non. Non. Mais cette médiation existe et elle aurait pu être utilisée au départ. Alors, Merci Sidiki Kaba, c'est le ministre de la Justice actuellement, mais aussi c'est l'avocat d'un certain Idrissa Seck. Affaire des chantiers de Thiès dans laquelle on a beaucoup parlé de protocole de Rebus, de négociations entre l'ancien Premier ministre Idrissa Seck et l'ancien président de la République Abdoulaye Wade. Si aujourd'hui on remet sur la table cette affaire Karim Wade de tractation au palais, c'est peut-être un souvenir de cela, de ce dossier-là. Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Rien, sinon qu'il faut reconnaître à tout citoyen, à tout justiciable, quelle que soit la gravité supposée du crime, du meurtre, ou s'il s'agit d'un assassinat, qu'il a droit à être défendu. Vous avez parlé de Idrissa Seck. J'étais en France lorsque cette situation avait lieu, quand on a parlé des chantiers de Thiès. Et il était question aussi d'atteinte à la sûreté de l'État. Il a fait confiance au service et l'assistance juridique que je pouvais lui apporter. Je l'ai apporté
avec les éléments dont je dispose. Et nous avons fait de manière à ce que cette procédure aille jusqu'à son terme. Il a été à son terme, c'est la procédure, et cette procédure a conclu en non-lieu. En non-lieu total. Quand on parle de protocole de Rebus et autres, alors je puis vous dire que c'est en dehors de moi. C'est une discussion qui a pu avoir lieu, mais entre la part du mythe et de la réalité, il faudrait faire une grande différence. Cela n'était pas dans le dossier qui a été discuté devant le juge. Comme vous comprendrez aisément que certaines choses puissent se dérouler au palais, à votre insu, en dehors de vous, hors de votre vue, dans le dossier Karim Wade. Je pense que le président de la République me fait confiance. La mission qu'il m'a apportée est une mission de service public. Parce qu'il s'agit de mener à un moment difficile et précis, où on est en train de mettre depuis l'indépendance un concept que nous n'avons pas, dont nous parlions beaucoup, la reddition des comptes en exécution pratique. La reddition des comptes se doit, à partir de ce qui s'est passé demain, pour tous nos dirigeants, y compris moi-même, de pouvoir sans fracas et sans bruit rendre compte de ce qu'on a fait de la gestion des affaires publiques. Et il peut y avoir, dans le cadre du règlement de ces affaires publiques, plusieurs méthodes pour atteindre les objectifs d'un règlement qui quelquefois vise essentiellement à la restitution des biens ou à la sanction. Mais n'oubliez pas oublier, quand vous dites le président de la République, il a des prérogatives et des droits. Et comme il le peut, c'est un droit régalien, même si une personne est condamnée, il peut lui prendre la décision de gracier cette personne. Vous avez vu, avec les fêtes de fin d'année, que 387 personnes ont bénéficié du droit de grâce. Ce droit de grâce est connu et reconnu à tous les souverains du monde qui peuvent prendre pour mesure d'humanité alors aux citoyens qui à un moment ou à un autre maille à partir avec la justice à qui on donne une seconde chance. Au nom de ces principes que vous prônez, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, devant la justice, vous resterez aussi sourd aux appels à la libération de Karim Wade exprimés par de hautes autorités religieuses de ce pays. Vous savez, ce n'est pas moi. Et la justice n'est pas sous mes ordres. Je dois administrer ce que l'on appelle l'administration de la justice. C'est un tout, la justice. Les piliers fondamentaux, ce sont les magistrats. Ce sont aussi les avocats. Ce sont les huissiers. Ce sont les secrétaires, tous ceux qui participent à cette administration pour que la justice soit bien rendue. Alors, ce n'est pas ma surdité ou ma volonté de vouloir tout de suite prendre une décision et faire sortir quelqu'un. Je n'en ai pas ce pouvoir. Et ce pouvoir n'est même pas reconnu au président de la République, qui dans le cadre de la séparation du pouvoir, étant la clé de voûte de l'institution et en même temps le garant justement de ces institutions, que sont le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Au nom de la séparation des pouvoirs, ce n'est qu'après une décision de justice, et même le droit de grâce dont nous parlons, qu'il peut prendre une décision. Ce n'est pas en cours de procès, ce n'est pas en cours d'instruction qu'il peut le faire. C'est lorsqu'une décision est intervenue qu'il peut, au regard des éléments qui sont des prérogatives constitutionnelles, qu'il peut prendre une décision. Et nous n'en sommes pas là. Et cela, vous l'avez expliqué au porte-parole du Khalife général des Tijanes, Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine. Moi, je crois que l'une des chances que nous avons au Sénégal, c'est que nous avons des régulateurs sociaux. Et cette richesse qui permet au Sénégal de vivre dans une diversité confessionnelle, dans une diversité ethnique et dans une diversité religieuse, dont les représentants arrivent en des moments bien précis de la vie nationale, qui correspondent à des vies des plus hautes personnes, des prophètes, des différentes religions. Quand il s'agit de la religion musulmane, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et comme il s'agit de Jésus-Christ, en ce qui concerne la religion religieuse, toutes les personnes peuvent prendre la parole et dire ce qu'ils pensent de notre société, de la manière dont elle doit fonctionner et de la manière dont il faut préserver la paix sociale, la paix civile. C'est une adresse au président de la République qui lui apporte une réponse et qui cherchera à faire en sorte que ce qui est dit corresponde peut-être à une réalité, mais lui,
il y a les limites de ce qu'il peut faire et il s'en tiendra à cette limite. Mais je trouve qu'il est bien heureux que le porte-parole ait parlé, ait lancé le message de l'unité, le message du pardon, et ce n'est que son rôle, et il est dans son rôle, et il faut faire en sorte qu'il puisse le faire à tout moment. Le ministre de la Justice, Sidiki Kaba, est l'invité du grand jury. Nous allons parler de la libération conditionnelle dont viennent de bénéficier 795 détenus. On cite 2 cas parce que cela concerne des journalistes célèbres, Cheikh Yérim Seck et Tamsir Jupiter Ndiaye. Vous m'avez fait lire une note sur la libération conditionnelle en disant depuis 2012, la libération conditionnelle a presque disparu du jargon pénitentiaire. Tous les dossiers de libération conditionnelle transmis avec un avis favorable de la commission qui est chargée justement d'étudier ces dossiers ont reçu des suites défavorables de la part du ministre de la Justice. La motivation servie par la chancellerie était que l'article 44.2 du Code pénal exclut du champ de l'application de la libération conditionnelle les infractions telles que le détournement de deniers publics, le viol, l'attentat à la pudeur, la pédophilie et les délits relatifs aux stupéfiants. Pourquoi vous avez donné votre OK? Il faut préciser que la libération conditionnelle est un outil. Je vous ai parlé tout de suite de la grâce, c'est une différence. C'est le président de la République qui prend la grâce et par décret. C'est des prérogatives régaliennes. La libération conditionnelle est une forme de réaménagement de la peine de la personne qui est emprisonné. Et cette question me permet de préciser une chose. En parlant de ces journalistes, et certaines personnes ont pensé que, en fait, que c'est une impunité. Cela me paraît être rigoureusement faux. C'est rigoureusement inexact également. Parce que ces personnes ont été poursuivies. Ces personnes ont été jugées devant le tribunal hors classe de Dakar. Ces personnes ont été jugées devant le juge d'appel, devant la cour d'appel. Donc il n'y a pas d'impunité. Dans les pays où ces faits existent, et quand on veut comparer le Sénégal à ces pays, je pense que la remarque est injuste. Ici, l'action de l'État a eu lieu. Et ces personnes ont aussi purgé leur peine. Ils ont payé leur dette vis-à-vis de la société. Il n'y a pas de traitement, donc de faveur à leur endroit. C'est un traitement légal et égal avec les autres et les 795 qui se trouvent dans cette situation. Même si pour ces 2 personnes qui sont des journalistes, les délits pour lesquels elles ont été condamnées, ou ils ont été condamnés, c'est le viol, l'attentat à la pudeur quelque part. Il faudrait rappeler une chose, que les conditions de cette libération conditionnelle sont triples, mais fondamentalement doubles. Que la peine d'abord à laquelle les personnes sont condamnées, qu'elle soit exécutée de moitié. Et ensuite que la peine soit définitive, bien évidemment, et que ces personnes aient une bonne conduite. Et là, en ce moment, ces personnes peuvent bénéficier de cette libération conditionnelle. Pour ceux qui sont des personnes qui sont condamnées à des faits d'extrême gravité, lorsqu'il s'agit par exemple de viol avec infirmité ou d'assassinat, et même ça, il peut y avoir une exclusion, mais en même temps, lorsque ce sont des récidivistes, et lorsque ce sont des personnes qui ont des peines qui sont à perpétuité, il y a un aménagement aussi qui est prévu. Les 2/3, les 3/5 de la peine, ou tout simplement, alors lorsqu'il y a cet aménagement, et quand il y a la perpétuité, qu'on a accompli 25 ans, que l'on peut sortir, il faut donc tenir compte de tous ces éléments. Il n'y a pas d'exclusion définitive parce que l'idée, c'est que la justice sénégalaise a une triple mission qui est à la fois préventive, dissuasive, mais également réhabilitatrice. Par la formation, elle veut éviter le crime. S'il a été commis, il y a l'emprisonnement. Mais après l'emprisonnement, il s'agit de préparer à vivre en société. C'est cet accompagnement qui fait partie, et on a tendance à oublier cet aspect. Je pense souvent, parce qu'on l'oublie, on se met dans une posture inquisitoriale, et cela est attentatoire à la dignité humaine. En signant cet arrêté qui accorde la libération conditionnelle à 795 détenus, aviez-vous là la plume qui tremble ou une plume enthousiaste à la vue de certains noms?
Alors, je vous dis une chose. Le processus, c'est qu'il y a une commission pénitentiaire. Et il y a un juge, qui est le juge de l'application de la peine, avec un procureur. C'est un débat sérieux. On peut dire que c'est une décision aussi de justice. Moi, je prends un arrêté en conformité avec cet avis, comme aussi en non-conformité avec cet avis. Mais moi, je pense, il m'a été dit qu'il y a un engorgement des prisons. Des personnes qu'on a oubliées qui ont fait près de 9 ans. Nous les avons libérées. C'est excessif. J'ai écouté, lorsque je suis parti chez les députés, lors de la présentation de mon budget, 75% des questions ont tourné autour de l'engorgement des prisons, de la surpopulation carcérale. Le président de la République a instruit qu'une situation va être là. Si le constat est là, que peut-on faire? La réponse qui m'a été dite, après avoir examiné la question, c'est de faire un audit des 37 prisons du Sénégal. Sans vouloir savoir qui est en prison ou qui ne l'est pas. Mais que l'on me dise des situations carcérales qui pourraient répondre à ce que la loi dit. Et en ce moment-là, nous avons participé alors immédiatement à la libération de ces personnes. Et ne pas oublier que cette décision est révocable aussi. Et qu'on peut poursuivre la personne lorsque elle a une attitude contraire à ce qu'elle avait montré la bonne conduite à l'intérieur pour revenir faire la peine qui lui a été offerte en seconde, la remise de peine qui lui a été offerte en seconde chance. Ça, c'est important à dire pour qu'on le comprenne. Mais si vous voyez nos prisons que j'ai visitées, nous ne voilons pas la face. Il y a une situation qui est contraire à la dignité humaine. Quand vous voyez plusieurs personnes couchées comme des sardines, une des réponses possibles à la réponse du respect de la dignité humaine par l'État du Sénégal, c'est de prendre de telles mesures, complétées par la grâce, et qui me paraissent être des mesures importantes, comme il peut arriver que l'État décide d'une amnistie. Mais cette amnistie se fait au niveau de l'Assemblée nationale, la société décidant d'effacer, d'oublier le crime qui a traumatisé à un moment précis, à un moment déterminé, la société. Alors, une question sur le Conseil supérieur de la magistrature qui se réunit prochainement. Il va toujours être présidé par le président de la République. Dans la réforme, est-ce qu'on pourrait envisager qu'il ne soit plus présidé par le président de la République? Vous savez, vous venez de poser une question intéressante dans le processus de modernisation de la justice. Ce sera un véritable renouveau de la justice au niveau du Sénégal. Au niveau de la garantie de l'état de droit. Cela se fera. Et au niveau aussi des libertés individuelles. Et au niveau du Conseil supérieur de la magistrature, depuis les grandes réformes de 84 et 92, il y a un rééquilibrage à faire au sein des membres même de ce comité. Il y aura beaucoup plus d'élus qui vont défendre, et ça me paraît important, les droits de tout, de manière à ce qu'il y ait une transparence dans la gestion de la carrière des magistrats. Dans l'état actuel, c'est le président de la République qui préside, le ministre de la Justice étant le vice-président. Mais en augmentant le nombre des élus, c'est pour mieux donner des garanties d'une plus grande transparence dans les choix. Notamment, par exemple, il était possible de faire bouger les magistrats malgré le principe de l'inamovibilité des juges, du siège. Alors, maintenant, pour nécessité de service, ceci doit être encadré et cela sera encadré. C'est autant d'éléments qui vont, pour moi, renforcer l'indépendance de la justice. Quand on dit que vous allez couper des têtes, on cite même un magistrat qui aurait des prises de position qui ne plairaient pas à la chancellerie. Et vous savez, vous allez couper des têtes? Jamais. On n'a pas ce pouvoir. Le glaive, c'est le glaive de la justice. Le ministre de la Justice n'en a pas. Il doit veiller à ce que ce glaive de la justice qui existe, que ce glaive qui est là, soit uniquement au service lorsque il y a une faute, que cette faute s'exécute. Mais dans le cadre de l'État du Sénégal, sachant que nous avons supprimé la peine de mort, le glaive ne touchera le coup de personne. Et dans l'action du ministre de la Justice, tout ce qui se fera sera en conformité avec l'équité, sera en conformité avec les droits. Et à ce niveau-là, nous verrons à ce qu'il n'y ait pas d'injustice. Au bout de la réforme du Conseil supérieur de la magistrature, le chef de l'État ne présidera plus le Conseil. Le président de la République, il va continuer à présider le Conseil supérieur de la magistrature, mais je vous ai dit, ce Conseil supérieur a maintenant des garanties
qui permettent précisément de préserver les droits de l'indépendance. 2 petites minutes pour parler de grosses affaires toujours dans le domaine de la justice. Il s'agit de l'ex-président tchadien Hissène Habré, qui est aujourd'hui placé sous mandat de dépôt. Son dossier est en instruction. Il y a les chambres africaines qui ont été mises en place qui devraient le juger. Il y a aussi Amadou Toumani Touré, ex-président du Mali, de pays dont le pouvoir actuel, dirigé par Ibrahim Boubacar Keïta, l'accuse de haute trahison. Qu'est-ce que vous répondez très rapidement sur ces deux affaires? Ces 2 points, Hissène Habré, où est-ce qu'on en est? Où est-ce qu'on en est? L'État du Sénégal a évidemment signé une convention avec l'Union africaine. Les chambres africaines extraordinaires ont été créées. Ces chambres extraordinaires font leur travail. Et nous verrons à ce que les principes d'innocence de Hissène Habré soient respectés et que les droits de la défense aussi soient respectés. Amadou Toumani Touré, l'État du Sénégal n'a pas été saisi par une demande d'extradition. Et nous avons entendu, c'est-à-dire je vous dis moi-même, qu'une procédure est en cours pour haute trahison, mais nous n'en connaissons pas les tenants et les aboutissements. Alors ce qui est certain, c'est que lorsque le Sénégal sera saisi d'une réelle demande, alors en ce moment, les réponses judiciaires et diplomatiques qui seront faites par M. le Président de la République et l'autorité judiciaire. Est-ce que vous écarterez en ce moment-là toute extradition d'Amadou Toumani Touré, comme vous l'avez fait à propos du président, de l'ex-président tchadien Hissène Habré? Le Sénégal est un État de droit. Et le président de la République est souverain dans l'application des principes que lui confère l'État, la Constitution, pour préserver la justice, son indépendance et la souveraineté de l'État du Sénégal. Ce qui est important dans le cas Habré, il faut retenir juste qu'il a refusé tout simplement de livrer après au niveau de la Belgique. Si tel était le cas, c'est encore la honte que les dirigeants africains soient jugés hors du continent. Le Tchad avait bien voulu les autorités judiciaires. Il n'a pas répondu. Hissène Habré est déjà jugé là-bas en 2009. Dès qu'il serait descendu, on l'aurait exécuté. Condamné à mort. Et quand c'est le Sénégal, au moins la peine de mort a été supprimée. Et si d'aventure un procès devait avoir lieu, il ne sera jamais condamné à mort. Et Amadou Toumani Touré. Et lui aussi, si on nous demande qu'il soit là et qu'il soit extradé, la demande sera examinée. Mais on n'est pas dans ce cas de figure. Pour le moment, le dossier n'est pas là chez nous, donc ce n'est pas à l'ordre du jour. Au vu des accusations souvent portées par une certaine opinion contre lui, je veux nommer ici l'ancien président du Sénégal, Maître Abdoulaye Wade, justement dans le cadre de l'enrichissement illicite. Peut-il être envisagé ou envisagez-vous une procédure pour haute trahison contre le président Abdoulaye Wade? Cette question n'a pas été débattue et c'est au plus haut niveau, c'est au niveau du président de la République. Et le débat n'est pas en tout cas un débat qui est posé. Je peux dire que ce n'est pas à l'ordre du jour. Merci, Maître Sidiki Kaba, ministre de la Justice, d'être venu à l'émission Le Grand Jury, présenté par Mahmoud Ibrakan, à la technique Abdoulaye Diop. Dans un instant, le journal de midi avec Ismaïla Kamara. Bon dimanche, rendez-vous dimanche prochain. Merci.